Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre émission ce soir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très sensible qui concerne la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Cette guerre rentre dans une phase très critique. Et maintenant, nous allons essayer de présenter, de faire une sorte de petit résumé sur tous ces événements qui sont passés dans ces dernières 24 heures pour que vous puissiez mieux comprendre l'ampleur de cette guerre et comprendre l'évolution ou vers quoi évolue cette guerre. Donc déjà, selon les premières informations qui nous parviennent, l'attaque américano-israélienne a été lancée sur l'Iran entre 9h30 et 9h45 minutes. Et l'Iran a commencé à lancer les premiers missiles balistiques contre les cibles américaines dans la région, et aussi les cibles israéliennes et aussi d'autres pays du Moyen-Orient qui ont donné leur territoire à Israël et aux États-Unis pour mener cette attaque contre. Mais lors de cette attaque, on a vu que l'Iran n'a pas adopté la stratégie habituelle, c'est-à-dire habituellement, on voit que les attaques iraniennes, mais la riposte iranienne ne vient pas immédiatement. Ça met quelques heures ou encore quelques jours avant de venir. Cette fois-ci, on a vu qu'après l'attaque, 15 minutes plus tard, l'Iran a commencé à lancer une vague massive de missiles balistiques contre les intérêts américains dans le Golfe Persique, c'est-à-dire plus de 27 bases américaines ont été touchées, et aussi contre le régime israélien. Donc, nous allons essayer de décortiquer tout ça et parler des récents événements qui tournent autour de tout ça et comprendre l'ampleur et la stratégie derrière cette guerre et la portée stratégique de la mort et l'annonce de la mort du guide iranien Ayatollah Khamenei. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment qui va changer, qui va transformer cette guerre, ou que c'est quelque chose qui va transformer la stratégie, la doctrine iranienne de riposte, ou encore l'avenir même de l'Iran dans la zone? Il faut savoir que habituellement l'Iran, lorsqu'il y a une attaque américaine ou israélienne contre l'Iran fait 2 jours, 3 jours, quelques temps avant de répondre. Mais cette fois, on a vu qu'après cette attaque, la réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. L'Iran a réagi immédiatement à cette attaque. L'Iran a attaqué directement, a lancé une salle de missiles, franchement, colossale, dévastatrice, qui ont touché directement les bases et les sites stratégiques américains et israéliens dans la région. Et donc, on revient sur les cibles qui ont été touchées par l'Iran. On a la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, le siège du Centcom régional est stationné. On a aussi le siège de la 5e flotte américaine stationnée au Bahreïn. On a des installations américaines en Jordanie. On a des sites militaires en Arabie Saoudite. On a des cibles stratégiques qui ont été frappées à Tel Aviv, à Haïfa, sur le plateau du Golan. À analyser la stratégie iranienne, l'Iran semble avoir opté pour une stratégie en plusieurs couches. C'est-à-dire, la première stratégie, c'est d'abord lancer des vieux missiles lents et aussi des drones pour solliciter la défense anti-aérienne israélienne et aussi américaine. Faire débusquer en quelque sorte les systèmes de défense anti-aériens américains et aussi israéliens. C'est dans cette logique que l'Iran a lancé des vieux missiles et aussi des vieux drones. Parce qu'on a vu que l'Iran a lancé massivement des vieux missiles, des vieux drones, ce qui a facilité. Parce qu'il faut comprendre que ces vieux missiles, ces vieux drones obligent les défenses aériennes d'Israël et aussi de leurs alliés dans la région à réagir. Parce que si vous ne réagissez pas, forcément, ces drones et ces missiles vont atteindre leurs cibles. Donc, la défense aérienne et les missiles aériens et israéliens qui ne sont pas en grande quantité sont obligés de défendre le ciel israélien et aussi les intérêts américains de la région. Donc, déjà, on épuise en ressources d'interception et aussi on épuise en termes de missiles, de systèmes de défense. Aussi, on épuise en termes de capacité de disponibilité de missiles balistiques, de missiles intercepteurs. Donc tout ça rentre dans la stratégie iranienne qui vise à affaiblir l'ennemi, à diminuer sa capacité d'interception et aussi à débusquer les sites où sont émis ces missiles intercepteurs qui sont destinés à intercepter les missiles iraniens et ensuite les attaquer avec des missiles plus sophistiqués, plus modernes comme des missiles Fateh qui mettent des missiles encore plus comme le Ayman, qui est capable d'atteindre des vitesses hypersoniques et de frapper des cibles comme des systèmes de défense anti-aériens. Et quelque chose de fondamental a changé aussi dans la stratégie iranienne. Dans l'habitude iranienne qu'on a l'habitude de voir lors des frappes iraniennes contre Israël, l'Iran lançait toujours un avertissement de demander aux civils de quitter les zones où les missiles pourraient être les missiles pourraient frapper. Mais cette fois-ci, l'Iran n'a pas émis d'avertissement contre les cibles où l'Iran allait frapper. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte différent.
Donc, l'attaque américano-israélienne contre l'Iran qui a conduit à la mort du guide iranien, l'ayatollah Khomeini, est vue comme une ligne rouge qui a été dépassée, qui a été traversée par le régime israélo-américain. Donc, avant de parler des cibles que l'Iran a frappées et les missiles iraniens ont touchées, il faut comprendre d'abord le système de défense que les missiles iraniens doivent traverser pour pouvoir frapper une cible au Moyen-Orient. Déjà, la défense des intérêts américains au Moyen-Orient, aussi d'Israël au Moyen-Orient, c'est une défense multicouche qui a plusieurs couches, voilà, qui implique plusieurs acteurs. Donc, d'abord, il y a dans le Golfe Persique, dans la mer, il y a déjà des navires de guerre américains qui opèrent dans la mer Méditerranée, en mer Rouge et aussi dans le Golfe Persique. Il y a aussi des radars américains qui sont stationnés d'abord en Azerbaïdjan, au Turkménistan, en Turquie, où il y a l'un des plus grands radars américains qui opère en Turquie. Il y a aussi le Qatar, il y a aussi le Koweït, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a aussi le Bahreïn, il y a Oman. Donc tous ces pays qui forment une sorte de boucle autour de l'Iran sont des cibles, sont des sites où sont disposés des missiles de défense antiaérienne, des systèmes de radar précoces pour détecter tout le lancement des missiles iraniens ou intercepter tout le lancement des missiles iraniens. Donc on a aussi une défense terrestre composée de bases américaines en Irak et en Syrie, de défense aérienne en Jordanie, aussi d'avions de chasse américains, britanniques, français qui sont stationnés déjà en Arabie Saoudite, aussi au Bahreïn, aussi au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Jordanie. On a aussi des radars de type TPY2 ultra modernes qui sont stationnés au Bahreïn ou aux Émirats Arabes Unis, aussi en Arabie Saoudite. On a aussi des systèmes THAAD américains qui sont stationnés en Irak, ils sont stationnés en Arabie Saoudite, qui sont stationnés en Israël. On a aussi le système israélien Arrow 1 et 2. On a aussi la Fronde de David, on a le Dôme de Fer. On a aussi les chasseurs français, on a aussi des chasseurs britanniques, on a aussi les États-Unis selon les analystes les plus experts, ont déployé environ 50% de leurs forces, de capacités de chasse au Moyen-Orient, et aussi un tiers de leur puissance navale au Moyen-Orient. Donc tous ces éléments militaires sont en réalité une couche de défense pour les États-Unis dans la région. Donc c'est déjà incroyable à imaginer que l'Iran, malgré tous ces composantes, l'Iran arrive à déjà traverser ce système de défense très sophistiqué pour frapper des cibles stratégiques, malgré tous ces acteurs qui sont impliqués dans le conflit. Donc malgré tout ça, l'Iran a réussi à frapper jusqu'à 27 bases, qui sont frapper des bases au Bahreïn, frapper des bases en Arabie Saoudite, frapper des bases en Irak, frapper des bases à Oman, frapper des bases au Koweït, frapper Israël, frapper aussi des navires américains dans la zone, frapper aussi au Qatar et dans plusieurs autres régions, dans plusieurs autres pays dans la région. Donc, au total, on dénombre plus de 27 bases et aussi des hôtels, aussi des centres de la 5e flotte américaine qui est stationnée au Bahreïn a été touché. Un QG de la CIA qui était stationné à Dubaï aussi a été frappé. On a la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, le siège du Centcom régional est stationné. On a aussi le siège de la 5e flotte américaine stationnée au Bahreïn. On a des installations américaines en Jordanie. On a des sites militaires en Arabie Saoudite. On a des cibles stratégiques qui ont été frappées à Tel Aviv, à Haïfa, sur le plateau du Goudi. Cette fois, quelque chose considérable à remarquer dans toutes ces frappes. Depuis cette guerre a commencé, ce ne sont pas des frappes limitées, ce sont des frappes continues. Donc, depuis le 28, l'Iran continue de frapper durement Israël avec des missiles lents, aussi des missiles personnels Fatih, pour frapper les cibles prioritaires, comme j'ai déjà signalé auparavant dans la vidéo. Donc, un missile iranien tiré depuis l'Iran doit franchir plusieurs obstacles, jusqu'à 28 obstacles stratégiques avant d'atteindre une cible. Donc, selon le journal Mahariv,
libanais. 6 missiles, à l'heure où je fais cette vidéo, 6 missiles ont été tirés depuis le Liban. Et des impacts ont été confirmés dans la région de Kariot. Donc, selon ces informations qui ne sont pas encore vraiment confirmées, on n'a pas encore eu de communiqué officiel du Hezbollah. Le Hezbollah entre en guerre contre Israël. Donc, dans les prochaines heures, nous allons voir si ces informations se confirment ou si c'est seulement des tirs sporadiques. Mais déjà, il faut noter que l'armée israélienne a lancé plusieurs vagues de frappes contre le sud du Liban, où le Hezbollah opère. Mes chers amis, c'est officiel que le Hezbollah a rejoint la guerre. Donc, c'est vraiment un changement majeur dans la guerre. C'est vraiment un changement majeur dans cette guerre parce que déjà, il faut comprendre que les outils du Yémen ne sont pas encore rentrés officiellement, ne sont pas encore rentrés, n'ont pas encore mené les premières actions, même s'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient entrer en guerre, mais ils n'ont pas encore mené les premières actions contre les États américains ou bien attaquer les États-Unis ou attaquer aussi, notamment parce que les outils, il faut savoir que la position du Yémen peut frapper ou bien peuvent attaquer les navires américains qui sont en mer Méditerranée et aussi dans le Golfe Persique. Mais les outils n'ont pas encore mené les premières actions. Mais les milices en Irak, les milices chiites en Irak, donc la Katiba Hezbollah, a déjà attaqué les bases américaines, notamment a détruit une base américaine qui était en Irak. Donc l'entrée en guerre du Hezbollah dans ce contexte prévoit une guerre sur multifront, c'est-à-dire déjà une guerre contre l'Iran, une guerre contre le Yémen, une guerre contre les milices chiites en Irak, une guerre aussi contre maintenant le Liban. Le Hezbollah, c'est une armée en fait. Israël avec le Hezbollah, Israël a eu du mal. Israël n'est pas arrivé à bout du Hezbollah, malgré avec le soutien massif des Américains. Donc c'est maintenant quelque chose de considérable, c'est-à-dire l'Iran réunit ses alliés et fonce aussi dans la guerre, comme les États-Unis, Israël et aussi les pays de l'OTAN sont aujourd'hui contre l'Iran. L'Iran aussi réunit ses alliés et fonce maintenant contre les États-Unis. Franchement, c'est quelque chose de considérable. Cette fois-ci, les États-Unis ont franchement fait preuve d'une méconnaissance abyssale de leurs ennemis. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, après le communiqué du Hezbollah faisant état de son entrée en guerre contre Israël, aux côtés de l'Iran, Israël a demandé à 53 villages au sud du Liban d'évacuer. Et il n'a même pas laissé le temps aux civils d'évacuer et a commencé des bombardements massifs sur tout l'étendue du territoire libanais, aussi de l'Irak, aussi les bombardements sur l'Iran ont continué. Après ces frappes israéliennes, le Hezbollah a répondu en lançant plusieurs drones sur le nord d'Israël. Le guide iranien, l'Ayatollah Khomeini, allait créer un effondrement en Iran et faciliter l'entrée des milices terroristes kurdes et aussi azéris en Iran, alors que l'Iran, lors des manifestations de décembre, avait déjà pris des mesures et a renforcé considérablement ses frontières pour éviter une incursion terroriste, parce que c'est ça. Ce qui fait que les États-Unis, quelquefois, mènent dans cette guerre, c'est qu'ils sont toujours alliés ou sont toujours des groupes terroristes dans les coulisses qui mènent des actions de déstabilisation intérieure dans les pays pour pouvoir créer un changement de régime ou créer une guerre civile. C'était le but principal de les États-Unis dans cette manœuvre. Notamment, on a vu le faucon Lindsey Graham, le sénateur américain Lindsey Graham, qui a déclaré que our boots on the ground is Iranian people, c'est-à-dire nos soldats sur le sol sont les Iraniens. Donc, ils considèrent les Iraniens comme leurs soldats, donc leurs marionnettes qui peuvent facilement influencer. Mais maintenant, parlons de la mort du guide iranien Ayatollah Khomeini. Le guide iranien Ayatollah Khomeini n'a pas été tué tout seul, il a été tué ainsi que tous les membres de sa famille, sa petite fille, sa femme, ses beaux, et tous ont été tués en même temps dans cette frappe. C'est vrai que ça crée un choc dans le monde, ça crée un choc gravement dans le monde, parce que assassiner un dirigeant d'un chef d'État, d'un État, c'est quelque chose que une loi non écrite de la guerre interdisait. Vous comprenez, c'est interdit carrément, c'est pas forcément officiellement écrit, mais quand même dans la règle de la guerre, c'est interdit d'attaquer le dirigeant d'un État. Voilà, franchement, c'est carrément quelque chose qui n'a jamais été fait, mais qui a été rarement vu, mais qui est une stratégie adoptée par le régime américain sioniste. Donc maintenant,
alors qu'ils avaient demandé aux Iraniens de venir négocier et que les Iraniens avaient accepté de négocier, ils ont passé dans le dos, comme ils ont fait avec Hassan Nasrallah, comme ils ont fait aussi lors des guerres passées, obliger l'Iran, ou bien demander à l'Iran de négocier et maintenant frapper en arrière, alors qu'un accord était en cours de négociation. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment perfide. Mais nous, sur le point de vue d'Afrique, nous sommes un peu modérés et nous allons apporter une autre vision de la chose. Vous savez, l'Ayatollah Khomeini, c'était un guide qui était vraiment modéré. Vous avez vu, lors de l'attaque de l'opération, de la guerre de 12 jours, le chef d'état-major qui a été tué lors de la frappe menée le 28 février contre le palais du guide iranien, l'Ayatollah Khomeini, avait carrément fait une annonce disant que ne voulait pas en réalité signer ou bien accepter le cessez-le-feu qui avait été proposé par les Américains après le bombardement des B2 contre les sites nucléaires iraniens. Mais l'Ayatollah Khomeini a fait pression, mais l'Ayatollah Khomeini a demandé que au président ou aux autres leaders, le traité, l'accord de cessez-le-feu soit accepté par la République islamique d'Iran. Aussi, on a vu lors du déploiement de la capacité militaire américaine dans la région, il y a plusieurs voix, notamment du secte des Ayatollahs, qui sont autour des Ayatollahs Khomeini, qui avaient exigé que l'Iran lance un appel, mais lance une sorte d'avertissement aux États-Unis de retirer les moyens qui étaient en cours de déploiement dans la région, ou de frapper, de faire une frappe préventive contre les navires ou bien les capacités américaines qui étaient en train d'être déployées dans la région, parce que s'ils laissaient ces capacités s'accroître dans la région, on allait dépasser un seuil critique, hein, sous la responsabilité ou bien sous les conseils du guide iranien. On n'a pas assisté ça, on a laissé carrément accroître les moyens américains dans la région, ce qui a permis de créer un seuil critique et a permis aux États-Unis d'avoir des moyens de apporter en quelque sorte une sorte de riposte, une sorte de couverture aérienne de défense contre les missiles, parce que vous savez, les missiles balistiques et aussi les drones qui sont tirés depuis l'Iran, il y a une grande partie qui sont détruites par les avions de chasse américains et israéliens, français, britanniques et aussi d'autres pays qui sont dans la région. Mais ce n'est pas seulement ça. L'un des points les plus majeurs qui a créé carrément une sorte de fracture entre l'élite iranienne, notamment le corps des gardiens de la révolution, même le cercle les plus rapprochés du guide iranien, comme son conseiller Ali Larijani, qui est le bras droit, on peut dire le bras droit du guide iranien, c'est la question nucléaire. Ali Larijani avait demandé ou avait même annoncé que l'Iran pouvait construire une bombe atomique en 2 ou 3 semaines et que il suffisait au guide iranien, l'Ayatollah Khomeini, de lever la fatwa qu'il avait installée depuis 36 ans qui interdisait l'Iran de posséder, de produire des armes de destruction massive comme des armes nucléaires ou tout autre type d'armes de destruction massive. Donc, mais le guide iranien a refusé de lever la fatwa pour permettre à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Le guide iranien, l'Ayatollah Khamenei, qui a empêché l'Iran d'avoir la bombe atomique. Donc dans le cercle des gardiens de la révolution, il y a plusieurs voix qui se sont fait entendre, qui n'étaient pas vraiment trop contents du fait que le guide iranien, l'Ayatollah Khamenei, empêchait l'Iran d'avoir la bombe atomique. Et vous savez, le code des gardiens de la révolution, c'est une branche très sérieuse du pouvoir iranien qu'il faut prendre en considération. Donc, mais je pense qu'il y a aussi d'autres branches qui, quelque part, ont peut-être fourni des informations qui ont permis à des groupes qui sont proches des réseaux iraniens de pouvoir attaquer et de tuer le guide iranien Ayatollah Khomeini. Mais il y a un nom qui apparaît de plus en plus comme étant celui qui en réalité est la taupe plantée au sein du cercle de pouvoir iranien. Il s'agit de Ismail Qani. Ismail Qani est un général iranien commandant des forces Al-Quds. Il a été l'adjoint lorsque le général Qassem Soleimani était encore vivant. Il était l'adjoint au général Qassem Soleimani qui commandait la force Al-Quds. Donc, son nom apparaît beaucoup dans les dossiers comme étant la taupe au sein du pouvoir iranien. Donc, parce que
plusieurs personnes disent que c'est apparemment bizarre et que celui-ci même a été arrêté par le corps de la garde de la Révolution parce que déjà, il a été présent lors de la mort de Hassan Nasrallah. Il était présent à Beyrouth lors de la mort de Hassan Nasrallah. Mais, bizarrement, il était avec il devait être avec Hassan Nasrallah dans le bunker où Hassan Nasrallah a été tué, mais quand même, il n'a pas été tué, il n'est pas mort. Donc aussi, lors de la guerre de 12 jours, opération d'assassinat contre les guides iraniens, il a aussi été annoncé mort par Israël, mais après, il a aussi, il n'a pas été mort, il n'a pas été tué, donc il est réapparu après. Aussi, dans cette frappe qui a visé le domicile du guide iranien Ayatollah Khomeini, dont il était présent, donc selon les informations, il était présent dans le domicile, mais il n'a pas été tué aussi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment bizarre. Lui seul, il a pu échapper à 3 tentatives d'assassinat. Est-ce que, en réalité, ce n'est pas lui qui la taupe, qui transmet les informations aux Israéliens et qui en retour se cache de ne pas être tué. Donc c'est quelque chose qui est très possible, qui est très plausible. Donc selon les informations, il a été arrêté par les corps de la garde de la Révolution. On verra bien les déroulements de cette guerre. L'Ayatollah Khomeini, sa mort, c'est quelque chose qui a choqué le monde. Mais la mort de l'Ayatollah Khomeini, si ma théorie se confirme, c'est quelque chose qui va permettre à l'Iran d'avancer vers la bombe atomique. C'est-à-dire aujourd'hui, la fatwa qui interdisait l'Iran d'avoir la bombe atomique peut être levée parce qu'aujourd'hui l'Ayatollah Khamenei n'est plus vivant. Donc cette fatwa peut être levée et ceux qui sont partisans de la ligne dure à Téhéran, qui veulent un durcissement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est ceux-là qui ont pris la tête de l'Iran, parce que avec les actions massives qui sont menées contre Israël et aussi avec la fermeture, avec les actions qui sont menées directement contre les pétroliers américains et aussi israéliens et aussi tous les pays qui soutiennent cette attaque ou cette guerre menée contre l'Iran, c'est quelque chose qui n'avait pas été mis en place lorsque le guide iranien, l'Ayatollah Khamenei, était au sommet de l'État iranien. Mais aujourd'hui, on voit que c'est vraiment une guerre profonde qui était d'être menée et aussi l'Iran a réuni carrément tous ses alliés pour mener cette guerre. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une escalade majeure, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été vu. Ça n'a jamais été vu. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans une désescalade, nous ne sommes pas dans une soumission, nous ne sommes pas dans une sorte de raffermissement de la guerre, de diminution de l'escalade de la guerre. Non, nous sommes aujourd'hui face à une montée de tension extrême. Donc ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des terrains sont encore des faucons, sont encore des partisans de la ligne dure. Donc je pense que si la théorie est vraie, mais la théorie se confirme, si on va dire bientôt des déclarations qui vont dans le sens d'autoriser l'Iran à avoir la bombe atomique. On a vu un communiqué iranien du corps des gardiens de la Révolution qui circulait sur les réseaux sociaux annonçant la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc, selon Reuters, plus de 150 pétroliers ont jeté l'ancre dans les deux côtés du détroit d'Ormuz et le trafic entre le détroit est paralysé carrément. Donc, selon le Financial Times, la fermeture du détroit, jusqu'à 25 navires passaient chaque 4 heures. Mais actuellement, il n'y a aucun navire qui passe, et seulement que des navires chinois et des navires alliés à l'Iran qui passent qui passent actuellement dans le détroit sous surveillance de la marine iranienne. Aussi, les assureurs pétroliers ont annulé leur garantie, leur assurance vis-à-vis des pétroliers qui s'engageraient à violer l'interdiction des Iraniens de passer dans le détroit d'Ormuz. Donc, le détroit d'Ormuz devient aujourd'hui pour l'Iran un levier stratégique. Mais il continue encore plus. Donc, selon les informations, une base française stationnée aux Émirats arabes unis a été aussi frappée par des drones iraniens. Donc, il faut savoir que entre les Émirats arabes unis et la France, il existe un accord de défense entre les deux pays. Donc, mais il y a une chose qu'il faut que je souligne. Officiellement, il n'y a pas d'accord de défense entre Israël et les États-Unis. Donc, c'est seulement par le lobbying que Israël tient les États-Unis. Donc, ce n'est pas juridiquement fondé que Israël et les États-Unis s'allient pour attaquer, parce qu'il n'y a pas de clause de défense entre les deux. Donc, tout ce que ces États-là sont en train de faire, c'est quelque chose qui est déjà illégal au regard des droits internationaux. Attaquer un pays
alors que ce pays-là est en train de négocier, c'est vraiment quelque chose qui est illégal au regard du droit international. Mais nous savons que ces pays-là n'ont jamais tenu compte du droit international, parce que si on tient compte du droit international, nous ne serons pas arrivés ici, parce que il y a plusieurs actions, il y a plusieurs recommandations, il y a plusieurs obligations, il y a plusieurs résolutions des Nations Unies qui concernent Israël et la Palestine, qu'Israël n'a jamais mis en œuvre grâce au veto américain qui s'oppose systématiquement lorsque le dossier israélien est évoqué. Donc aussi, on a eu des manifestations qui ont débuté au Bahreïn contre l'implication de l'autorisation donnée par les autorités du Bahreïn aux États-Unis d'opérer depuis leur territoire contre l'Iran. Donc des manifestants ont commencé à manifester et on a eu des affrontements entre les habitants du Bahreïn et la police locale. Donc, il y a des tensions entre la police et les forces de l'ordre. Donc, il y a un risque d'instabilité qui est en train d'émerger au Bahreïn, qui est vraiment à suivre dans les prochaines heures. Donc, ce soir, l'Iran a lancé l'une des plus grandes attaques contre le régime iranien, contre Israël. On a vu une pluie carrément de missiles s'abattre sur Israël, et que le dôme de fer, et malgré la présence énorme américaine que nous avons déjà signalée, que nous avons déjà parlé, nous avons déjà évoqué dans cette vidéo, malgré cette présence énorme, les missiles iraniens sont carrément abattus sur Israël. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, nous allons mettre cette vidéo pour que vous puissiez la voir, voir de quoi nous parlons. C'est vraiment extraordinaire. Donc, cela montre aussi un niveau de capacité d'ingénierie iranien, parce que arriver à passer de telles couches de système de défense, c'est quelque chose qui demande de la stratégie et aussi de la planification avancée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui montre le niveau de cerveau qui sont en Iran. Parce que cette guerre aussi, c'est aussi une guerre de cerveau. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué déjà, c'est une guerre de cerveau parce que c'est des technologies qui affrontent la technologie iranienne qui, malgré les sanctions qui ont été imposées à l'Iran continue de développer son cerveau. Donc l'Iran démontre aujourd'hui que malgré ces sanctions, l'Iran arrive à survivre. C'est quelque chose que nous, en tant que pays africains, nous devons observer très attentivement, parce que ça veut dire que le cerveau, c'est une ressource extrêmement importante. C'est une ressource à ne pas négliger. Donc, il faut carrément investir dans la formation d'ingénieurs capables de créer des choses de façon locale. Même avec les sanctions qui ont été imposées à l'Iran. Il y a une époque où l'Iran l'Iran était le pays le plus sanctionné au monde. Malgré ces sanctions qui ont été mises pour carrément étrangler le peuple iranien et l'économie iranienne, qui n'est pas que l'Iran arrive à développer des capacités, l'Iran a quand même résisté et arrive aujourd'hui à être l'un des fleurons en termes de technologie dans le monde. Donc, il faut savoir qu'il y a un grand analyste français appelé Gérard Chivrier qui avait déjà prédit l'attaque américaine qui, selon lui, allait se mener entre le 20 et le 25. Mais le 28, c'est carrément 3 jours d'intervalle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une prédiction vraiment chirurgicale. Donc, il a même dit que cette guerre pourrait aboutir à une guerre nucléaire. Donc, c'est quelque chose qui est aussi à prendre en considération, parce qu'il a dit qu'Israël cherchait à créer une réponse massive iranienne contre Israël pour utiliser l'arme nucléaire en retour contre l'Iran. Donc, c'est aussi quelque chose à ne pas lever du doigt, parce que cette guerre, avec l'entrée en scène de Hezbollah et aussi des autres acteurs dans la région, vraiment, ça sera explosif. Donc, à suivre dans les prochains jours. Donc, mes chers amis, tout au long de la journée de lundi, nous ferons, parce qu'aujourd'hui nous faisons cette vidéo tard dans la nuit du lundi, mais nous pensons que dans la journée nous allons faire des vidéos pour suivre ce conflit de très près. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Le Monde Vu d'Afrique et de dire ce que vous pensez en commentaire. Franchement, venez nous suivre sur Le Monde Vu d'Afrique massivement. Nous allons faire un travail considérable pour vous et nous allons essayer de vous informer tout au long de cette guerre. Donc merci beaucoup, bonne soirée à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Le Monde Vu d'Afrique, vu sur le monde. Merci.